Nous sommes au Japon, au 19e siècle, à une époque charnière dans l'histoire de ce pays. Un moment crucial où le Japon se retrouve tiraillé entre ses traditions et une volonté de se moderniser, alors qu'on se trouve en plein dans la période de la révolution industrielle. Et ce dilemme crée tout un tas de conflits qui déchirent l'archipel nippon. Et au milieu de tout ça, un personnage singulier va s'illustrer. Il est français et va se retrouver à lutter aux côtés des derniers samouraïs lors de la guerre de Boshin. Oui, si ça vous rappelle le film de 2003 avec Tom Cruise, c'est tout à fait normal. Ce film est en partie inspiré de ces événements. Mais avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par March of Empires. March of Empires, c'est un jeu de stratégie médiéval, massivement multijoueur. Et ça s'adresse à vous puisque ça s'inspire directement de notre histoire. Avec March of Empires, incarnez 3 factions. Le roi des Highlands, le tsar du Nord ou bien le sultan du Sud. Créez puis développez votre royaume, formez des clans, affrontez d'autres joueurs au travers de quêtes épiques et de batailles tactiques, avec l'aide de nombreux champions à débloquer. Et pour cet été, March of Empires s'enrichit avec la toute dernière mise à jour, Wings of Liberty, qui s'accompagne de tonnes de nouveaux contenus, comme l'événement Freedom Stand, et les nouveaux joueurs peuvent bénéficier d'une protection jusqu'au niveau 15, ce qui est assez pratique pour éviter de se faire défoncer alors qu'on vient juste d'arriver en jeu. Et le petit plus, c'est que c'est totalement gratuit. Alors n'hésitez pas à télécharger avec le lien en description March of Empires, disponible gratuitement sur l'App Store, Google Play et le Windows Store. Voilà, merci à March of Empires et maintenant voici la vie de Jules Brunet, le véritable dernier samouraï. Notre histoire commence à Belfort, dans l'est de la France, le 2 janvier 1838. C'est à cette date que naît Jules Brunet. Fils d'un vétérinaire militaire, il est très tôt attiré par l'idée de servir son pays. Alors à 19 ans, il entre à Polytechnique et après des études brillantes, il est affecté à l'artillerie. Et c'est là qu'il participe à son premier fait d'armes, l'expédition mexicaine de 1861. Une guerre qui devait servir à instaurer au Mexique un empire mexicain dirigé par un empereur catholique. Une volonté de Napoléon III pour empêcher que le Mexique ne devienne une république dirigée par des protestants, à l'instar des États-Unis qui commencent alors à faire de l'ombre aux vieilles puissances européennes. Bon, sauf que c'est un fiasco et la France perd la guerre. Jules Brunet est donc de retour en France en 1867 et après avoir fait ses preuves au Mexique, il est affecté à une nouvelle expédition, cette fois-ci à destination du Japon. Un Japon alors en pleine transformation. Pour ceux qui se rappellent, j'avais déjà parlé de comment en gros fonctionnait la société japonaise féodale au 15e siècle. Et là on est au 19e siècle et ça n'a pas tellement changé depuis. Le Japon était jusque-là très refermé sur lui-même et pratiquait le sakoku, littéralement la fermeture du pays, une politique vis-à-vis du reste du monde très isolationniste. Une période que l'on appelle l'ère Edo et qui va durer à peu près 2 siècles, entre 1650 et 1842, et qui va grandement retarder le développement du Japon vis-à-vis du reste du monde. Le Japon est alors une société traditionnelle, qui a sa propre façon d'organiser sa société. Un monde très différent du nôtre avec une hiérarchie de classe bien particulière. Et le Japon féodal est alors dirigé par 2 chefs. L'empereur qui détient surtout le pouvoir spirituel et qui doit préserver les traditions, et celui qui dirige vraiment, le shogun, qui lui a le pouvoir politique. En gros, le pays vit quasiment en autarcie, mais là on est au 19e siècle, et la révolution industrielle qui part d'Angleterre un siècle plus tôt s'étend, et engendre avec elle la mondialisation. Et les Occidentaux, eux qui cherchent à s'étendre un peu partout, ont très vite flairé le bon filon. Le Japon n'avait jusque-là pas encore été colonisé, et pour certains il était grand temps d'aller s'y installer. Et ça commence par les Américains, qui envoient une expédition en 1853 dirigée par un certain Matthew Perry, qui débarque avec une immense flotte dans la baie de Tokyo, et il fait des trucs d'américains. Bon, en gros, il arrive et commence à leur vendre des navires de guerre dernière génération, et surtout des canons, une arme jusque-là très peu utilisée par les Japonais. Et en échange, il leur fait signer un accord autorisant les Américains à utiliser leur port. Un accord signé sous la contrainte par Tokugawa Yoshinobu, le shogun de l'époque, et qui n'est de toute façon pas en mesure de s'opposer aux Américains. C'est la fin de l'ère Edo, et ce sont bientôt les Français, les Anglais et les Russes qui vont se mettre à utiliser les ports japonais, forçant ainsi le Japon à s'ouvrir au reste du monde.
Et c'est à cette époque où le Japon se retrouve tiraillé entre les traditions et la modernité que débarque Jules Brunet, en 1867. Il participe à une expédition menée par le capitaine Chanoine, encore une fois à l'initiative de Napoléon III, qui répond à une demande du shogun qui souhaite que son armée soit formée par les Français. Faut pas oublier qu'à l'époque, l'armée française avait la réputation d'être l'une des meilleures au monde, et Brunet fait partie de ces officiers français choisis pour former les soldats du shogun. Et très vite, il tombe amoureux du Japon, il se sent proche des Japonais et sympathise avec de nombreux samouraïs. D'ailleurs, les samouraïs, parlons-en. Les samouraïs appartiennent à une prestigieuse classe de guerriers à l'époque du Japon féodal, et doivent servir un seigneur, appelé daimyo. Ils sont formés dès leur plus jeune âge à l'art de la guerre et doivent respecter un code d'honneur très strict, le Bushido. L'honneur, c'est quelque chose de très important dans la société japonaise, et encore plus chez les samouraïs. Alors, lorsque le risque de perdre la face est trop grand, les samouraïs préfèrent se faire seppuku, c'est-à-dire se suicider en s'éventrant. Une vision du suicide bien éloignée de la nôtre. Mais après des siècles de prestige, les samouraïs tombent peu à peu en désuétude. Ils sont toujours respectés car ils font partie de la tradition auquel sont attachés les Japonais, mais ils sont aussi de moins en moins utiles à une époque où le Japon vit une longue période de paix. Et Drusset, il est fasciné par ces hommes et leur histoire. Son éloquence, sa carrure, 1m85 pour l'époque, c'est pas mal, et son talent pour l'aquarelle font qu'il s'intègre plus que n'importe quel autre officier français auprès des samouraïs, qui eux aussi s'intéressent à sa façon qu'il a de les représenter avec ses aquarelles. Mais voilà, en parallèle, la situation politique au Japon va rapidement dégénérer. Ça devient un gros bordel lorsque l'empereur Meiji, qui jusque-là n'avait qu'un rôle symbolique, en voyant le shogun moderniser son armée, il craint un coup d'état. Alors il va monter une coalition avec plein d'autres daimyos pour renverser le shogun Yoshinobu. Pendant des siècles, le Japon était dirigé par deux chefs, qui avaient chacun leur rôle spécifique et qui étaient tous les deux complémentaires. Et d'un seul coup, on balaye des siècles de tradition, alors forcément ça passe moyen, et c'est cette décision qui va mettre le feu aux poudres. Le Japon plonge en ce début d'année 1868 dans une guerre civile, la guerre du Boshin. La guerre éclate en janvier 1868 et oppose d'un côté l'empereur qui se présente comme à mettre entre guillemets réformateur et de l'autre le camp du shogun qui souhaite conserver la tradition et notamment le rôle du shogun et des samouraïs. Même si dans les faits des samouraïs, selon pour quel seigneur ils bossent, se retrouvent un peu dans les deux camps. La France va dans un premier temps se ranger du côté du shogun. Logique vu qu'à la base elle était là pour former son armée. Et qui est-ce qu'on retrouve toujours quand il faut faire la guerre aux Français ? Les Anglais. Et oui, si d'un côté les Français soutiennent le shogun, de l'autre ce sont les Anglais qui soutiennent l'empereur et qui apportent avec eux aussi leur nouvelle technologie. Mais rapidement, ça va mal tourner pour le shogunat. Ils perdent à la bataille de Toba-Fushimi, car l'armée impériale, malgré qu'elle soit moins nombreuse, était bien mieux équipée par rapport à l'armée shogunale. Le shogun est alors contraint de se réfugier et de se barricader à Edo, l'ancien nom de Tokyo. Il se retrouve rapidement encerclé par l'armée impériale, car le shogun refuse d'appliquer le plan de l'ambassadeur français Léon Roche pour défendre la ville. Rien n'y fait, la bataille est finalement perdue et le shogun est contraint d'abdiquer. Une défaite importante pour le camp du shogun, et sentant la catastrophe arriver, Napoléon III décide du retrait de la France dans le conflit, et proclame sa neutralité. Les Français sont alors sommés de quitter le Japon, cette guerre ne les concerne plus. Alors l'ambassadeur et les membres de l'expédition Chanoine rentrent en France. Sauf Brunet. Ouais, il refuse de quitter le Japon pour, je cite, continuer de servir la cause française en ce pays. Il ne souhaite pas abandonner les samouraïs, qui le considèrent comme l'un des leurs. Il décide donc de s'opposer à ses supérieurs, et prend alors de gros risques parce que il peut être considéré comme déserteur. Et alors, il risque la condamnation à mort. Mais prêt à tout pour continuer la lutte aux côtés des samouraïs qu'il a lui-même formés, il décide de donner sa démission. Une démission qui lui est refusée, alors il va trouver un terrain d'entente avec ses supérieurs. La France ne peut pas laisser un militaire français au Japon, parce que ça va à l'encontre de sa neutralité. Alors pour pouvoir respecter le souhait de Brunet, qui est quand même un capitaine respecté, il décide de lui donner 1 an de congé sans solde. En gros, pendant 1 an, il est considéré comme un civil, et n'a donc plus de lien officiel avec l'armée française. Une belle magouille pour un homme vraiment déterminé, et il va même réussir à convaincre quelques hommes de l'expédition Chanoine de se joindre à lui. Comme quoi, il sait vraiment être convaincant. Jules Brunet se retrouve alors de nouveau à la tête des samouraïs. Et c'était déjà mal parti, et ça va pas aller mieux en s'arrangeant. Depuis la défaite de la guerre de Boshin, les forces shogunales sont peu à peu repoussées vers le nord. Et depuis le départ du shogun Yoshinobu, c'est l'amiral Enomoto Takeaki qui dirige désormais ce qu'il reste de l'armée du shogun. Il se réfugie sur l'île d'Hokkaido, tout au nord du Japon, et fonde le 25 décembre 1868 la République d'Ezo.
Une république indépendante du reste du Japon, représentant tout ce qu'il reste du shogunat et des derniers samouraïs. Brunei est quant à lui nommé conseiller du ministre de la guerre au sein de la nouvelle république d'Ezo. Et il va s'atteler à fortifier l'île, et pour cela il va faire construire des fortifications dans le style Vauban, du nom du célèbre ingénieur au service de Louis XIV. Et c'est d'ailleurs assez surprenant de voir ça au Japon, vu que ce type de fortifications sont typiquement françaises. Mais bon, vous allez voir que ça ne va pas servir à grand chose. Malgré la formation des samouraïs et les fortifications de Brunei, l'armée d'Ezo est en grande infériorité numérique et manque cruellement de matériel. Alors quand l'armée impériale décide de débarquer sur l'île d'Hokkaido, ça tourne vite au massacre, et malgré une résistance héroïque des derniers samouraïs, ils sont obligés de se rendre le 30 juin 1869. C'est la fin du shogunat, la fin de la république d'Ezo qui n'aura duré que 6 mois, et la fin de l'ère Edo qui fait place à l'ère Meiji, et avec elle, la modernisation du Japon. Un chemin vers la modernité qui coûtera beaucoup aux traditions japonaises. Les samouraïs perdront leurs privilèges et disparaîtront peu à peu. Les samouraïs s'illustreront une toute dernière fois pendant la rébellion de Satsuma en 1877. Une révolte face au pouvoir qui échouera, entraînant la disparition des derniers samouraïs. Sans directement combattre à leur côté, il les a juste formés, Brunei aura été parmi les derniers à servir aux côtés de ces guerriers de légende. Le Japon entrera ensuite pleinement dans l'ère de l'industrialisation, guidé par l'empereur Meiji, désormais seul maître à bord. Jules Brunei, quant à lui, parvient à fuir avec ses hommes après la défaite d'Ezo, et réussit à rentrer en France. Lorsque Brunei rentre en France, il devient l'objet d'une querelle diplomatique. En effet, l'empereur Meiji réclame qu'il soit ramené au Japon pour être jugé. Mais la France, bien consciente de la bravoure dont a fait preuve le capitaine Brunei, va alors une nouvelle fois faire encore une belle magouille. Ils disent en gros à l'empereur, bravo, hein, t'as bien écrasé le shogun, mais nous de notre côté on va garder Brunei, mais t'inquiète pas, on va sévèrement le punir. Bon, en gros, la France fait croire à l'empereur que Brunei a été révoqué de l'armée. Or, dans les faits, il reçoit juste un blâme pour ingérence. Un blâme avant tout symbolique, histoire d'apaiser l'empereur. Brunei sera d'ailleurs par la suite plus ou moins pardonné par le Japon, puisqu'il sera ensuite élevé en 1881 au grade de commandeur de l'ordre militaire du Soleil Levant, et en 1895 au grade de grand officier du trésor du Mikado. Deux jolies médailles qu'on ne remet pas normalement à un ennemi. La preuve en est qu'au fil du temps, les Japonais ont fini par éprouver du respect à son égard, et ce malgré qu'il ait choisi le camp des perdants. Il va ensuite continuer sa carrière dans l'armée et participe en 1870 à la guerre franco-prussienne. Il est pendant cette guerre fait prisonnier, c'est un fiasco pour l'armée française, la Prusse devient à la fin l'Empire allemand et récupère l'Alsace et la Moselle. Bref, une sacrée humiliation pour la France. Brunei va ensuite être libéré avant de participer du côté de l'armée à la répression sanglante pendant la Commune de Paris, en 1871. Il continuera sa carrière dans l'armée en tant que général jusqu'à sa retraite, et il meurt finalement chez lui le 12 août 1911 à l'âge de 73 ans. Jules Brunei a été le témoin et un acteur de l'une des périodes les plus fascinantes de l'histoire du Japon. Et son histoire est assez dingue. Il a su faire preuve d'un sens du devoir et d'un courage impressionnant en démissionnant de l'armée pour s'engager dans une guerre perdue d'avance. Et il a eu l'une des vies les plus dingues que j'ai pu vous raconter ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez au like, au commentaire, à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour March of Empires, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram ou Discord, et moi je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.